Chapitre 22. David Imhote, le père Lavigny, une découverte. Faisant brusquement demi-tour, Carré s'éloigna à grande enjambée. Poirot le suivit des yeux en murmurant « Ah, oui, je comprends ». Sans retourner la tête, il prononça d'une voix légèrement plus forte « Attendez une minute avant de sortir de votre cachette, ma sœur. Il pourrait se retourner. Maintenant, le danger est passé. Avez-vous mon mouchoir ? Merci. Vous êtes bien aimable. » Il ne fit aucune réflexion sur ma présence derrière le remblai, et cependant, il savait que j'avais écouté. Comment s'y était-il pris ? Il n'avait même pas regardé une fois dans ma direction. Je ne fus point fâché qu'il gardât le silence sur ce point. J'étais en règle avec ma conscience, mais j'eusse éprouvé de l'embarras pour lui expliquer ma conduite. Je lui fus reconnaissance de sa discrétion. « Croyez-vous vraiment que cet homme haïssait Mrs. Ledner ?» demandai-je. Hochant lentement la tête, avec une expression comique sur le visage, Poirot répondit « Oui, je le crois. » Se levant brusquement, il se rendit au sommet du remblai où travaillaient les terrassiers. Je le suivis. Tout d'abord, nous ne vîmes que des Arabes, puis nous découvrîmes Mr. Imhote, la tête baissée vers le sol, en train d'enlever la poussière d'un squelette récemment mis à jour. En nous apercevant, il nous accueillit de son sourire grave. « Vous venez visiter le chantier ? » demanda-t-il. « Je suis à vous dans 1 minute. » Il se releva, prit son couteau et commença de gratter la terre adhérant encore aux ossements, s'interrompant de temps à autre pour déloger les petites poussières à l'aide d'un soufflet ou de sa propre haleine. Je jugeais ce dernier procédé plutôt anti-hygiénique. « Monsieur Imhote, vous allez avaler toutes sortes de miasmes !» m'écriai-je. « Les miasmes font partie de mon régime quotidien, » répondit-il. « Les germes nocifs ne peuvent rien contre l'archéologue. Ils finissent par se lasser. » Il nettoya encore un peu l'os de la cuisse et donna ses instructions au contremaître. « Voilà, » dit-il en se redressant. « Reiter pourra photographier cette dame après le lunch. Elle avait emporté de jolis souvenirs dans son cercueil. » Il nous montra une coupe en cuivre recouverte de verre de gris, quelques épingles, des bris d'or et des pierres bleues qui, jadis, avaient formé son collier. Les ossements et les divers objets, une fois débarrassés de leur impureté, furent étalés sur place en l'attente du photographe. Qui était-elle ? S'enquit Poirot. Elle appartenait au premier millénaire. Une dame de qualité, sans doute. Le crâne affecte une forme bizarre et évoque une mort déterminée par un coup violent. Je demanderai à Mercado d'y jeter un coup d'œil. Une Mrs. Ledner d'il y a 2000 ans. Qui sait ? Bill Coleman attaqua un mur à l'aide d'une pioche. David Imhote lui cria quelques mots que je ne compris point et accompagna M. Poirot dans les fouilles. Lorsque cette courte visite, accompagnée de commentaires, fut achevée, Imhote consulta sa montre. « Nous quittons le chantier dans 10 minutes, » annonça-t-il. « Voulez-vous que nous retournions maintenant à la maison ? » Très volontiers, répondit M. Poirot. Nous marchâmes à pas lents le long du vieux sentier. « Vous devez tous être heureux d'avoir repris le travail, » dit Poirot. Imhote lui répondit sur le même ton sentencieux. « Oui, c'était le meilleur parti à prendre. On s'ennuyait à traîner et à bavarder dans la maison. Sachant, tout le temps, qu'un de vous était un assassin. » Imhote ne broncha point. Je me rendais compte maintenant que, dès le début,
Après avoir interrogé les domestiques, il avait soupçonné la vérité. Au bout de quelques instants, il demanda, d'une voix calme: « Votre enquête avance-t-elle, monsieur Poirot ?» L'interpellé répondit: « Pourriez-vous m'aider à faire quelques pas dans mes recherches ? » « Mais voyons, je ne demande pas mieux. » Observant son homme de très près, Poirot prononça: « Le centre de l'affaire est Mrs. Ledner. Je voudrais me renseigner sur son compte. »« Qu'entendez-vous par là ? » demanda lentement Mr. Emot. « Peu m'importe le lien de sa naissance et son nom de jeune fille, la forme de son visage et la couleur de ses prunelles. Je cherche surtout à connaître son individualité. Croyez-vous que cela compte dans l'enquête ? » « Mais certainement !» Emot garda un instant le silence et acquiesça. « Peut-être avez-vous raison. Et c'est en cela que vous pouvez m'aider. Dites-moi, par exemple, quel genre de femme c'était ? Je me le suis moi-même demandé bien souvent. Et avez-vous fini par vous former une opinion ? Ma foi, oui. Eh bien. Mais Mr. Emot crut bon de s'abstenir et dit, après un court silence: « Que pense d'elle, Miss Léa Theran ? Une femme a vite fait d'en juger une autre, dit-on. De plus, une infirmière possède une expérience variée en la matière. » Poirot ne me laissa pas le temps de placer un mot, même si j'avais eu le désir de parler. « Ce que je veux savoir, dit-il, c'est ce qu'en pense un homme. » Emot acquiesça un sourire. « Tous partageons le même avis. Mrs. Ledner n'était certes pas la première jeunesse, mais elle était sans conteste d'une beauté remarquable. » « Cette réponse n'en est pas une, monsieur Emot. »« En tout cas, c'en est presque une, monsieur Poirot. » Il se tut quelques instants et poursuivit. « Je me rappelle avoir lu dans mon enfance un conte de fées, la Reine des Neiges. Mrs. Ledner me rappelle cette Reine des Neiges qui toujours emmenait le petit Kay en promenade dans son carrosse. »« Ah, ça, c'est un conte d'Andersen, n'est-ce pas ? Il y avait aussi une fillette nommée la petite Gerda, si je ne me trompe. » ?»« Peut-être. Ma mémoire ne va pas jusque-là. »« Pourriez-vous m'en dire davantage, monsieur Emot ? » David Emot secoua la tête. « Je ne sais si moi-même je l'ai correctement jugée. C'était une femme énigmatique. Un jour, elle était capable d'une mesquinerie et, le lendemain, d'un acte généreux. De même que vous, je la considère comme le noyau de cette affaire. Voilà le but vers lequel tendaient tous ses efforts, être le centre de l'univers. Il lui fallait que tout le monde s'occupât d'elle, non pas seulement pour lui passer les rôtis et le beurre, mais vous deviez mettre votre esprit et votre cœur à nu devant elle. Et si quelqu'un refusait de se prendre à ses caprices ? Demanda Poirot. Alors, elle devenait méchante. Il pinça les lèvres et serra les mâchoires. Monsieur Emot, consentiriez-vous à me dire, à titre tout à fait confidentiel, qui, selon vous, a commis le crime ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. À la place de Karl Ritter, il y a longtemps que je me serais débarrassé d'elle. Elle lui en a fait voir de cruels. Mais, entre nous, il n'a eu que ce qu'il méritait. A-t-on idée d'être aussi bonasse ?
c'est inviter les gens à vous botter le derrière. Mrs. Lenner lui a-t-elle botté le derrière? S'enquit Poirot. Émote ricana. Non, seulement de petites piqûres avec une aiguille à broder. Telle était sa façon d'opérer. Karl est exaspérant comme un gamin geignant et stupide, mais une aiguille est une arme redoutable. Lançant un regard vers Poirot, je crus percevoir un léger tremblement sur ses lèvres. « Vous ne soupçonnez tout de même pas Karl Ritter de l'avoir assassiné ?» demanda-t-il. « Non. À mon sens, on ne tue pas une femme parce qu'elle vous tourne en ridicule à chaque pas. » Poirot hocha pensivement la tête. D'après Mr. Emott, Mrs. Lenner n'avait plus rien d'un être humain. Il convenait d'entendre d'un autre son de cloche. Ce Mr. Ritter était vraiment agaçant. Il sautait dès qu'elle lui adressait la parole et se livrait à ses bouffonneries idiotes. Par exemple, il lui passait la marmelade plusieurs fois de suite, sachant pertinemment qu'elle n'y touchait jamais. À maintes reprises, j'eus moi-même envie de le rappeler à l'ordre. Les hommes ne se figurent pas à quel point leur empressement intempestif ont le don d'énerver les femmes. À l'occasion, je songerais à en toucher un mot à Monsieur Poirot. Arrivé à la maison, Mr. Emott offrit à Monsieur Poirot de le conduire à sa chambre pour lui permettre de faire un brin de toilette. Quant à moi, je me hâtais de regagner la mienne. Je sortis à peu près en même temps que les deux hommes, et tous trois, nous nous dirigeons vers la salle à manger, lorsque le père Lavigny, ouvrant la porte de sa chambre, invita Monsieur Poirot à entrer. Mr. Emott me rejoignit, et ensemble nous pénétrâmes dans la salle à manger. Miss Johnson et Mrs. Mercado s'y trouvaient déjà, et, après quelques minutes, Mr. Mercado, Mr. Ritter et Bill Coleman firent leur apparition. Nous venions de nous asseoir et Mr. Mercado avait envoyé le boy arabe prévenir le père Lavigny que le lunch était prêt, quand un cri faible et étouffé nous fit tous sursauter. Nos nerfs devaient être à bout, car tous nous nous levâmes d'un bond et Miss Johnson, pâle comme un linge, s'écria « Qu'est-ce que cela peut bien être? Que se passe-t-il encore ?» Mrs. Mercado, la fixant dans les yeux, lui dit « Qu'avez-vous donc, chère mademoiselle Johnson? C'est seulement un bruit dans les champs. » À cet instant même, Poirot et le père Lavigny entrèrent. « Nous avons cru que quelqu'un venait de se blesser, » dit Miss Johnson. « Mille pardons, mademoiselle, c'est moi le coupable. Le père Lavigny était en train de m'expliquer des inscriptions sur ses tablettes. J'en prends une et vais près de la fenêtre pour la regarder lorsque je me tords le pied. Sur le moment, la douleur était si vive que je poussai un cri. Nous avons cru qu'un second crime avait été commis dans la maison, s'exclama Mrs. Mercado. Marie, gourmanda Mr. Mercado. Devant ce rappel à l'ordre, Mrs. Mercado rougit et se mordit la lèvre. Miss Johnson s'empressa de faire dévier la conversation sur les travaux d'excavation et les divers objets intéressants mis au jour dans le courant de la matinée. Dès lors, durant le reste du repas, la conversation roula sur l'archéologie. C'était, assurément, le sujet le moins scabreux. Après le café, nous passâmes dans la salle commune. Puis, les hommes, à l'exception du père Lavigny, repartirent pour les chantiers. Le père Lavigny emmena Poirot dans la salle des antiquités où j'accompagnais les deux hommes. Je commençais à me familiariser avec tous ces objets de valeur inestimable et ressentis une pointe d'orgueil,
tout comme s'il s'agissait d'un bien personnel, quand le père Lavigny prit la coupe d'or sur le rayon et que j'entendis Poirot jeter un cri d'admiration. « Dieu, que c'est beau! Quel travail artistique !» Le père Lavigny abonda dans son sens et fit ressortir toutes les beautés de cette coupe avec un enthousiasme et une connaissance d'érudit. « Tiens, aujourd'hui, il n'y a pas de cire dessus ?» observai-je. « De la cire ?» me demanda Poirot en me regardant dans le blanc des yeux. « De la cire ?» répéta le père Lavigny. J'expliquai ma remarque. « Ah, je comprends, » dit le père Lavigny. Il s'agissait d'une tache de bougie. Cela nous conduisit directement à l'histoire du visiteur nocturne. Oubliant ma présence, les deux hommes se mirent à parler en français. Je les laissai tête à tête et regagnai la salle commune. Mrs. Mercado raccommodait les chaussettes de son mari et Miss Johnson lisait un livre, ce qui lui arrivait rarement, car elle avait toujours quelques travaux en réserve. Au bout d'un moment, le père Lavigny et Poirot sortirent. Le premier s'excusa, alléguant un travail urgent, et Poirot s'installa près de nous. « Un homme très intéressant, » observa Poirot. Puis, il demanda si le père Lavigny avait eu beaucoup de travail jusqu'ici. Miss Johnson lui expliqua que les tablettes avaient été plutôt rares, ainsi que les pierres gravées et les sceaux cylindriques. Cependant, le père Lavigny s'était acquitté de sa part de besogne dans l'expédition et accomplissait de grands progrès dans la pratique de la langue arabe. La conversation dévia sur les sceaux cylindriques et bientôt, Miss Johnson alla chercher dans une armoire une feuille couverte d'impressions obtenues en roulant ces cylindres sur de la plasticine. Tandis que, penchés sur ce travail, nous en admirions la finesse, je songeais que celle avait dû être l'occupation de Miss Johnson en ce fatal après-midi. Durant l'entretien, je remarquai que Poirot roulait et moulait entre ses doigts une petite boule de plasticine. « Employez-vous une grande quantité de plasticine, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Pas mal. Cette année, il me semble que nous en avons fait une grande consommation. Mais j'ignore quel en était l'emploi. En tout cas, la moitié de notre réserve est déjà partie. » « Où se trouve-t-elle ? » ?»« Ici, dans cette armoire. » Comme elle replaçait la feuille d'impression, elle lui montra le rayon garni de rouleaux de plasticine, de Durofix, de pâtes photographiques et autres fournitures de ce genre. Poirot se baissa. « Et ceci, mademoiselle ?» Il avait glissé sa main jusqu'au fond et ramené un objet de forme curieuse. Comme il l'étalait sous nos yeux, nous vîmes une espèce de masque dont les yeux et la bouche étaient grossièrement dessinés à l'encre de Chine, le tout enduit de plasticine. « Ah, par exemple !» s'écria Miss Johnson. « C'est la première fois que je vois cela. Comment ce masque est-il là? Que représente-t-il? » « Comment est-il venu là? Ma foi, une cachette en vaut une autre, et, sans doute, cette armoire n'aurait jamais été vidée avant la fin de la saison. Quant à ce qu'il représente, cette question est aussi facile à résoudre. Nous avons ici la face décrite par Mrs. Lenner, le visage spectral et privé de corps, entrevu à sa fenêtre dans la demi-obscurité. » Mrs. Mercado poussa un petit cri. Miss Johnson, pâle jusqu'aux lèvres, murmura. « Alors, il ne s'agissait pas d'hallucination, mais d'une horrible farce. Qui en est l'auteur ? » ?»« Oui, » appuya Mrs. Mercado. « Qui a pu se rendre coupable d'une plaisanterie aussi macabre ?» Sans essayer de répondre à leurs questions,
Et, la figure renfrognée, Poirot passa dans la pièce voisine, en rapporta une boîte en carton vide et y logea le masque tout froissé. « Je le montrerai à la police, » expliqua-t-il. « C'est affreux, » murmura Miss Johnson. « Absolument affreux. Est-ce que le reste ne serait pas caché ici, dans quelque coin ?» s'écria Mrs. Mercado d'une voix perçante. « Peut-être que l'arme, la massue avec laquelle on l'a tué, toute couverte encore de sang. Oh, j'ai peur, j'ai peur !» Miss Johnson la saisit par l'épaule. « Calmez-vous, » lui ordonna-t-elle. « Voici le professeur Lenner. N'allons pas l'affliger davantage. » En effet, la voiture venait d'arriver. Le professeur en descendit, traversa la cour et se dirigea vers la salle commune. La fatigue avait ravagé son visage et il paraissait 2 fois plus âgé que 3 jours auparavant. Il annonça d'une voix calme. « L'enterrement aura lieu demain à 11 heures. Le major Dean récitera les prières. »« Y assisterez-vous, Anna ?» demanda Lenner à Miss Johnson. « Naturellement, professeur. Tout le monde y viendra. » Elle n'en dit pas davantage. Cependant, son regard dur trahit les sentiments qu'elle ne pouvait décemment exprimer, car les traits du professeur rayonnèrent d'affection et de joie momentanée. « Ma chère Anne, lui dit-il, vous m'apportez dans mon malheur une consolation et une aide inappréciable. Ma chère vieille amie. » Il posa sa main sur le bras de Miss Johnson, et je vis le rouge lui monter au visage, tandis qu'elle murmurait, de son ton brusque habituel, « Oh, c'est tout naturel, professeur !» Une lueur éclaira son visage, et je compris que, pendant ce bref instant, Miss Johnson nageait dans le bonheur. Une autre idée me traversa l'esprit. Peut-être que bientôt, suivant l'ordre normal des événements, le professeur Lenner, recherchant un soulagement moral auprès de sa vieille amie, un dénouement heureux se produirait. N'allez pas croire que je suis une marieuse. Envisager l'union de ces 2 êtres eût été inconvenant de ma part à la veille des obsèques de Mrs. Lenner. Mais, après tout, cette solution était souhaitable, à tout point de vue. Il éprouvait une grande affection pour Miss Johnson, et celle-ci lui serait dévouée corps et âme jusqu'à la fin de sa vie. Du moins, s'il lui était possible d'entendre célébrer les louanges de Louise à longueur de journée. Mais les femmes savent s'accommoder de bien des désagréments lorsqu'elles ont atteint leur but. Le professeur salua Poirot et lui demanda si son enquête avançait. Miss Johnson, debout derrière le professeur Lenner, secouait énergiquement la tête et regardait avec insistance la boîte que Poirot tenait dans sa main. Par son attitude, elle semblait supplier le petit détective de ne pas faire allusion au masque devant le professeur. Elle songeait, j'en suis persuadée, qu'il avait suffisamment souffert ce jour-là. Poirot acquiesça à son désir. « Ce genre d'enquête demande beaucoup de temps, monsieur. » Après quelques phrases banales, monsieur Poirot prit congé. Je l'accompagnai jusqu'à sa voiture. Il me restait une demi-douzaine de questions à lui poser, mais, de la façon dont il me regarda, je crus prudent de garder le silence. Autant eût valu demander à un chirurgien s'il comptait réussir une opération. Je me contentai d'attendre ses instructions. À ma grande surprise, il me dit « Prenez garde à vous, mon enfant. » Puis, il ajouta aussitôt « Je me demande s'il est sage de vous laisser ici. Il faut tout de même que je parle au professeur Lenner avant de quitter ma place. Mais je crois différer cet entretien jusqu'à l'enterrement. » Il m'approuva d'un signe de tête. « En attendant, n'essayez pas d'approfondir les choses.
Croyez-moi, n'ayez pas l'air trop perspicace. » Et il ajouta avec un sourire. « À vous de tenir les pansements et à moi de faire l'opération. » Ces paroles, dans sa bouche, n'offraient-elles pas une curieuse coïncidence? Puis, changeant soudain de sujet, « Quel homme original, ce père Lavigny! Un moine qui s'occupe d'archéologie, cela me semble drôle, répondis-je. Ah, oui, j'oubliais. Vous êtes une protestante. Moi, je suis un bon catholique et je connais les prêtres et les moines. » Il fronça le sourcil, hésita un instant, puis déclara. « Sachez qu'il est assez malin pour vous tirer les vers du nez s'il lui en prend l'envie. » S'il visait à me mettre en garde contre le bavardage, cet avertissement était superflu. Après m'avoir dit au revoir, il monta dans la voiture qui s'éloigna. Je regagnai lentement la maison en réfléchissant à tous les événements de la journée. Je revis les traces de piqûres hypodermiques sur le bras de Mr. Mercado et me demandai de quel stupéfiant il faisait usage. Puis, cet horrible masque jaune tout enduit de plasticine. Comment expliquer que Poirot et Miss Johnson n'aient pas entendu mon cri dans la salle commune alors que tous, à la salle à manger, nous avions perçu celui du détective? Pourtant, la chambre du père Lavigny et celle de Mrs. Lenner se trouvaient à égale distance de la salle commune et de la salle à manger. Chapitre 23. Je donne dans les sciences occultes. Les obsèques furent très émouvantes. Tous les membres de l'expédition, ainsi que toute la colonie anglaise d'Azanier, y assistèrent. Sheila Reilly elle-même, vêtue de sombre, suivit le cortège funèbre. Sans doute éprouvait-elle du remords à la pensée des mauvais propos tenus par elle sur la défunte. De retour à la maison, j'entrai dans le bureau du professeur Lenner et lui parlai de mon départ. Il se montra aimable et me remercia de tout ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, moins que rien. Et il m'offrit, avec insistance, 1 semaine d'appointements supplémentaires. Je protestais, car je ne méritais nullement cette générosité de sa part. Je préfère ne rien toucher du tout, à part mes frais de voyage. Mais il ne voulut rien entendre. « Professeur Lenner, j'ai le sentiment d'avoir failli à ma tâche. Ma présence ici n'a pas sauvé Mrs. Lenner de la mort. » « Ne vous mettez pas cette idée en tête, mademoiselle, » me dit-il d'un ton sincère. « Somme toute, je ne vous ai pas engagée comme détective. J'étais loin de soupçonner que la vie de ma femme fût en danger, persuadé qu'elle souffrait des nerfs et d'une forte dépression mentale. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Elle vous aimait et plaçait en vous sa confiance. Et ces derniers jours ont été plus calmes et plus heureux grâce à vous. Vous avez accompli tout votre devoir d'infirmière. » Sa voix tremblota et je lus dans sa pensée. Il ne s'en prenait qu'à lui-même d'avoir considéré trop à la légère les frayeurs de sa femme. « Professeur Lenner, lui demandai-je, êtes-vous parvenu à vous former une opinion au sujet de ces lettres anonymes ? » « Je ne sais pas vraiment qu'en penser, » soupira-t-il. « Et qu'en dit monsieur Poirot ?» Louvoyant adroitement, du moins je le croyais, entre la vérité et la fiction, je répondis. Hier, il n'avait encore rien conclu, du moins jusqu'à ce que je lui eusse parlé de Miss Johnson. Je cherchais à voir quelle serait la réaction du professeur. La veille, tout au plaisir de constater la mutuelle affection existant entre lui et sa secrétaire, j'avais complètement oublié la question des lettres. Encore maintenant, je pensais qu'il serait plutôt mesquin d'en parler. Supposer même qu'elle les eût écrites.
Miss Johnson était assez punie par les remords. Cependant, je désirais savoir si un tel soupçon avait pénétré l'esprit du professeur Lenner. D'ordinaire, les lettres anonymes sont écrites par des femmes, observai-je. Je partage cet avis, mais les lettres en question peuvent être réellement l'œuvre de Frédéric Bosner. Oui, je ne perds pas de vue cette éventualité, mais je ne puis y croire. Moi, si. Il est stupide de vouloir les imputer à un membre de l'expédition. Ce n'est là qu'une hypothèse ingénieuse de M. Poirot. La vérité est plus simple. L'assassin, de toute évidence un fou, a rôdé autour de Tel Arija sous un quelconque déguisement. Il a réussi à s'introduire dans la maison en ce fatal après-midi. Les domestiques, corrompus par l'argent, peuvent mentir. Cette version n'est pas invraisemblable. Le professeur Lenner poursuivit, la voix irritée. Il est trop facile à M. Poirot de suspecter les membres de mon expédition. Quant à moi, je réponds qu'aucun d'eux n'est mêlé à ce drame. Je travaille avec eux et les connais suffisamment. Brusquement, il s'interrompit et continua. Est-ce l'expérience qui vous a appris que les lettres anonymes étaient habituellement le fait d'une femme? Tel n'est pas toujours le cas, mais il existe un certain dépit féminin qui trouve son exutoire dans cette forme de vengeance. Sans doute faites-vous allusion à Mrs. Mercado. Il hocha la tête en ajoutant. Même si elle avait eu le cœur assez noir pour vouloir commettre pareille infamie, elle eût manqué de la finesse nécessaire pour arriver à ses fins. À ce moment, je songeais aux premières lettres renfermées dans la serviette en cuir de Mrs. Lenner. Si la défunte avait omis de fermer la clé cette serviette, Mrs. Mercado, furetant dans la maison un jour qu'elle était seule, aurait pu aisément les découvrir et les lire. Des détails aussi simples échappent toujours à la perspicacité des hommes. En dehors de Mrs. Mercado, il y a ici d'autres femmes que Miss Johnson, dis-je en l'observant. Un tel soupçon serait grotesque. Le sourire qui se dessina sur ses lèvres trancha la question. L'idée que Miss Johnson fût l'auteur de ces lettres ne l'avait jamais effleurée. J'eus un instant l'envie de parler, mais je m'abstins. Il me répugnait de dénoncer une personne de mon sexe et, en outre, n'avais-je pas été témoin du remords sincère et émouvant de Miss Johnson? Inutile de revenir sur le passé et d'infliger à Mr. Lenner une nouvelle déception en sus de tous ses chagrins. Il fut convenu que je m'en irais le lendemain et, par l'entremise du docteur Reilly, je m'arrangerais pour passer un jour ou deux chez la directrice de l'hôpital afin de prendre les dispositions nécessaires pour mon retour en Angleterre, soit via Bagdad ou directement par Nizibin, par route et voie ferrée. Le professeur Lenner eut la délicate pensée de me proposer, à titre de souvenir, un objet ayant appartenu à la morte. « Oh non !» protestai-je. « Vous êtes vraiment trop aimable. » Il insista. « Je désire que vous emportiez quelque chose. Louise m'approuverait, j'en suis certain. » Il m'invita à prendre les articles de toilette en écaille. « Oh non !» répétai-je. « Je n'oserais accepter un présent d'une telle valeur. » Elle ne laisse aucune parente, vous le savez bien. Personne après elle ne se servira de ces objets. Je comprenais fort bien sa répugnance à les voir tomber dans les petites mains avides de Mrs. Mercado ou à les offrir à Miss Johnson. « Vous réfléchirez, » continua-t-il sur le même ton amène. « À propos, voici la clé de l'écrin à bijoux de Louise. Vous y trouverez peut-être quelque chose à votre goût. Et je vous saurai gré d'emballer sa garde-robe. Le docteur Reilly en fera don à quelques pauvres familles chrétiennes d'Azanier. » Heureuse de lui rendre ce service, j'acquiesçai avec empressement à ce désir. Aussitôt, je me mis à l'ouvrage.
Mrs. Lenner n'avait emporté à Tel Arija que l'indispensable et j'eus vite fait de trier et d'empaqueter ses effets dans 2 valises. Tous ces papiers étaient enfermés dans la serviette de cuir. L'écrin contenait seulement quelques bijoux très ordinaires. Une bague ornée d'une perle, une broche de diamants, un petit collier de perles, 2 broches en or et un collier d'énormes grains d'ambre. Bien entendu, je n'avais nulle intention de m'emparer des perles ni des diamants. Mais mon choix balança entre le collier d'ambre et le nécessaire de toilette. En fin de compte, nulle raison de s'opposer à ce que j'emportais ce dernier. Il m'avait été offert très gentiment par le professeur, sans aucune arrière-pensée, et je l'acceptais dans cet esprit, repoussant d'avance tout faux sentiment de fierté. Après tout, j'avais tout de même une certaine sympathie pour Mrs. Lenner. Ce scrupule écarté, j'emballai les valises, refermai l'écrin à clé et le rangeai de côté pour le remettre au docteur avec la photographie du père de Mrs. Lenner et 1 ou 2 autres objets personnels de la défunte. La chambre me parut vide et désolée lorsque j'eus terminé ce travail. Il ne restait plus rien à faire, et cependant, une volonté indépendante de la mienne me retenait dans la pièce. On eût dit que la présence y était encore indispensable, que je devais voir ou apprendre quelque chose. Je ne suis pas superstitieuse, mais j'eus une espèce d'intuition que l'esprit de Mrs. Lenner flottait dans la chambre et essayait d'entrer en communication avec moi. Je me souviens qu'à l'hôpital, quelques-unes de mes compagnes s'étaient procuré une planchette sur laquelle s'inscrivaient des phrases étonnantes. Étais-je moi-même, à mon insu, un médium ? Parfois, l'imagination vous conduit à ce genre de puérilité. Je fis le tour de la chambre, remuant les meubles, mais je ne découvris rien de caché, ni de glissé derrière les tiroirs. Inutile de chercher davantage. Finalement, on me prendra peut-être pour une détraquée, mais en certaines occasions, on n'est plus maître de ses actes. Je me prêtais à une étrange expérience. Je m'allongeais sur le lit, fermais les yeux, m'efforçant d'oublier ma personnalité et de me reporter par la pensée à ce fatal après-midi. Je me figurais être Mrs. Lenner en train de se reposer dans une douce quiétude. Il est inouï comme on peut parfois se livrer à des extravagances. Je suis une femme normale et pondérée, nullement adonnée aux sciences occultes. Je vous affirme cependant qu'au bout de 5 minutes, je commençais à me sentir un peu médium. Je n'opposais aucune résistance, mais au contraire, encourageais chez moi ce sentiment. Je suis Mrs. Lenner, me dis-je. Je suis Mrs. Lenner. Je suis étendue sur ce lit à demi endormie. Tout à l'heure, dans un instant, la porte s'ouvrira. Je ne cessais de répéter ces phrases comme pour m'auto-suggestionner. Il est peut-être près d'1 heure et demie. Le moment approche. La porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Je verrai qui entrera. Je ne détachais pas mes yeux de cette porte qui allait s'ouvrir. Je la verrais s'ouvrir et je verrais la personne qui l'ouvrirait. Cet après-midi-là, j'avais certes l'esprit légèrement fatigué pour m'imaginer que je résoudrais le mystère de cette façon, mais je me pris à mon propre jeu. Un frisson me traversa l'épine dorsale et continua dans mes jambes. Je les sentis immensément paralysés. « Tu vas tomber en transe, me dis-je, et tu vas voir. » De nouveau, je répétais d'une voix monotone. « La porte va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir. » L'impression d'engourdissement et le froid s'intensifia dans mes membres. Et alors, lentement, je vis la porte s'entrebâiller. Spectacle horrible! De ma vie, je n'avais jamais ressenti pareille torture. J'étais paralysée, glacée jusqu'au cœur, incapable de bouger, même le petit doigt. Et j'étais terrifiée, malade et immobilisée par la peur.
porte qui n'en finissait pas de s'ouvrir. Sans aucun bruit. Dans un instant, je verrais. Lentement, lentement, elle s'ouvrait. Bill Coleman entra d'un pas tranquille. Il faillit mourir de frayeur. Je bondis du lit en poussant un horrible cri et me précipitai au milieu de la chambre. Il demeura figé sur place. Son visage rose prit une teinte plus vive encore et, abasourdi, il ouvrit la bouche toute grande. « Eh bien, mademoiselle, que se passe-t-il » Du coup, je reviens à la réalité. « Mon Dieu, monsieur Coleman, est-ce possible de faire peur aux gens ainsi ?»« Je vous demande pardon » dit-il en esquissant un sourire. Je remarquai alors qu'il portait à la main un petit bouquet de redoncules rouges, de jolies fleurs qui croissent à l'état sauvage sur le coteau du tel. Mrs. Lennert les affectionnait particulièrement. Il s'empourpra davantage. À Azanier, on ne peut trouver de fleuriste. Il est tout de même navrant de ne pas pouvoir déposer un bouquet sur la tombe. Aussi ai-je pensé à me glisser ici pour mettre ses fleurettes dans ce petit vase qu'elle plaçait toujours sur sa table, simplement pour montrer qu'on ne l'a pas oublié. Idée un peu puérile, peut-être. Ce sentiment l'honorait. Il était honteux et embarrassé comme tous les Anglais pris en flagrant délit de sentimentalité. Au contraire, c'est une attention très délicate de votre part. Je pris le vase, le remplis d'eau et y arrangeai des fleurs. Mr. Coleman remontait encore dans mon estime. Ce geste prouvait son bon cœur et sa grande sensibilité. Il ne me demanda aucune explication au sujet du cri que j'avais poussé à sa vue, et je lui en sus gré. Quelle réponse aurais-je pu lui faire ? À l'avenir, ma fille, sois raisonnable, me dis-je à moi-même, en remontant mes manchettes et rectifiant les plis de mon tablier. Tu n'es pas taillée pour devenir médium. Ensuite, je m'occupais de faire mes bagages et employais de mon mieux le reste de la journée. Le père Lavigny m'exprima son grand regret de me voir partir. Il me dit que mon humeur égale et mon sens commun m'avaient fait apprécier de tout le monde. Mon sens commun ? S'il m'avait vu à l'œuvre dans la chambre de Mrs. Lennert. « Nous n'avons pas vu Monsieur Poirot aujourd'hui, » remarqua-t-il. Je lui appris que le détective devait passer la journée à lancer des télégrammes. Le père Lavigny leva le sourcil. « Des télégrammes ? En Amérique ? » « Je crois, oui. Il m'a dit « dans le monde entier. Ces étrangers exagèrent toujours. » Alors, je rougis, me rappelant que le père Lavigny était lui-même un étranger. Il prit cette remarque en riant et me demanda si on avait des nouvelles de l'homme aux yeux louches. Je lui fis part de mon ignorance à ce sujet. Le père Lavigny voulut également savoir l'heure approximative à laquelle Mrs. Lennert et moi avions aperçu cet homme dressé sur la pointe des pieds et essayant de plonger son regard par la fenêtre. Tout indique que cet individu s'intéressait outre mesure à Mrs. Lennert, dit-il pensivement. Bien, souvent, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un Européen déguisé en Irakien. Je réfléchis longuement à cette supposition. Je l'avais pris pour un indigène, mais je n'avais attaché d'importance qu'à son accoutrement et la couleur jaune de sa peau. Le père Lavigny me fit part de son intention de se rendre à l'endroit où Mrs. Lennert et moi avions vu cet homme. Qui sait ? Il y a peut-être laissé tomber un objet. Dans les romans policiers, tout bon criminel commet cette imprudence. Dans la vie courante, il ne se montre moins étourdi. Je rapportai quelques chaussettes que je venais de raccommoder et les posai sur la table de la salle commune afin que chaque homme pût prendre celle qui lui appartenait. Puis, ne voyant rien de mieux à faire, je montai sur la terrasse. Mitch Johnson s'y trouvait déjà, mais
Elle ne m'entendit pas venir. J'arrivai à sa hauteur sans qu'elle eût soupçonné ma présence. Mais déjà, je me rendais compte du trouble de la vieille fille. Debout, au milieu de la terrasse, elle regardait fixement devant elle, le visage dévoré d'angoisse, comme si elle venait de s'apercevoir d'un fait que son intelligence refusait d'admettre. J'en demeurai interdite. Ne confondons pas. L'autre soir, je l'avais vue bouleversée. Aujourd'hui, son expression était toute différente. « Chère mademoiselle Johnson, lui dis-je en m'approchant d'elle, qu'avez-vous donc ?» Elle tourna la tête et me regarda d'un air absent. « Que se passe-t-il » insistai-je. Elle fit une grimace, comme pour avaler sa salive, et proféra d'une voix rauque. « Je viens de voir quelque chose. »« Quoi donc ? Racontez-moi cela. Vous semblez dans tous vos états. » Elle essaya de se ressaisir, mais en vain. Elle me dit d'une voix blanche. « Je viens de me rendre compte comment on peut s'introduire ici de l'extérieur sans se faire voir. » Je suivis la direction de ce regard, mais je ne distinguais rien. Mr. Ritter se tenait sur le seuil de son atelier de photographie et le père Lavigny traversait la cour. Rien d'autre. Me tournant vers elle, très intriguée, je discernais une étrange expression sur ses traits. « Vraiment, je ne saisis pas ce que vous voulez dire. Voulez-vous m'expliquer ?» Elle hocha la tête. « Pas en ce moment, plus tard. »« Oh, nous aurions dû nous en douter. Nous aurions dû nous en douter. » »« Si seulement vous consentiez à me renseigner ?» Mais elle secoua de nouveau la tête. « Laissez-moi d'abord réfléchir. » Passant devant moi, elle redescendit l'escalier. Je ne la suivis pas, mais, assise sur la balustrade, j'essayais de démêler cette énigme sans toutefois y parvenir. La cour n'offrait qu'une seule issue, la grande porte voûtée. Devant cette entrée, le porteur d'eau bavardait avec le cuisinier indien. Nul n'aurait pu pénétrer sans être vu d'eux. Perplexe, je hochai la tête et redescendis dans la cour. Chapitre 24. L'assassinat devient une habitude. Ce soir-là, nous nous retirâmes tous de bonne heure. Au dîner, Miss Johnson se comporta comme à l'ordinaire. Elle avait cependant les yeux hagards et, à une ou deux reprises, elle parut ne pas comprendre les questions qu'on lui posait. Le repas manqua plutôt d'entrain. Vous m'objecterez que pareil état de choses est tout à fait normal dans une maison où le jour même on est allé à l'enterrement. Néanmoins, je sais ce que je veux dire. Jusque-là, nos repas s'étaient passés dans un silence relatif et une certaine contrainte. Tout de même, il y régnait un semblant de cordialité. La sympathie générale allait vers le professeur Lenner et un sentiment de solidarité unissait les autres, qui se sentaient tous dans le même bateau. Ce soir-là me rappelait mon premier repas. Le jour de mon arrivée, Mrs. Mercado m'avait dévisagé avec insistance et une menace pesait sur la table. Aujourd'hui, la même atmosphère nous enveloppait. Tous nous étions nerveux et irritables au possible. Si quelqu'un avait laissé tomber sa fourchette, je suis sûre qu'un d'entre nous eût poussé des cris. Comme je viens de le dire, nous nous séparâmes de bonne heure. Je me couchai presque aussitôt. Les dernières paroles que j'entendis furent le bonsoir adressé par Mrs. Mercado à Miss Johnson devant la porte de sa chambre. Je glissai bientôt dans le sommeil. Fatigué des émotions de la journée et surtout de cette ridicule expérience psychique effectuée chez Mrs. Lenner, plusieurs heures durant, je dormis d'un sommeil lourd et sans rêve. Je me réveillai en sursaut, avec le sentiment d'un désastre imminent. Quelques bruits m'avaient tiré du sommeil et comme, animé sur mon séant, je prêtai l'oreille. Je le perçus de nouveau.
un épouvantable râle de souffrance. En un clin d'œil, j'eus allumé ma bougie et sauté hors du lit. Je pris également une lampe électrique de poche, pour le cas où la bougie viendrait à s'éteindre. Je sortis sur le pas de ma porte et écoutai. Le bruit ne provenait pas de loin. Il se répéta. Il émanait de la chambre voisine de la mienne, celle de Miss Johnson. Je me précipitai chez elle. Miss Johnson, couchée dans son lit, se tordait de souffrance. Je posai la lumière et me penchai vers la femme. Ses lèvres remuaient pour essayer de parler, mais il n'en sortait qu'un son rauque. Je constatai alors que les coins de sa bouche et la peau de son menton, d'une couleur grisâtre, étaient brûlés. Mon regard alla de son visage à un verre gisant sur le parquet. Il s'était sans doute échappé de sa main. Le tapis clair était taché d'un rouge vif à l'endroit où le verre était tombé. Je le ramassai et plongeai mon doigt au fond. J'enlevai aussitôt ma main en poussant une exclamation. J'examinai ensuite l'intérieur de la bouche de la malheureuse. Aucun doute. D'une façon ou d'une autre, avec ou sans intention, elle avait bu une dose d'acide corrosif, oxalique ou chlorhydrique. Je courus appeler le professeur Lenner. Il réveilla les autres et nous nous occupâmes de notre mieux de la pauvre demoiselle. Mais, dès le début, j'eus l'impression que nos soins ne servaient à rien. Nous lui administrâmes une forte solution de bicarbonate de soude, suivie d'huile d'olive. Pour soulager sa souffrance, je lui pratiquai une piqûre de morphine. David Imott courut à Hasanier chercher le docteur Reilly, mais, avant son retour, la mort avait accompli son œuvre. Je vous ferai grâce des détails horribles de cette scène. L'empoisonnement par une forte solution d'acide chlorhydrique, l'autopsie démontra qu'il s'agissait de ce produit, entraîne une mort des plus affreuses. Lorsque je me penchai vers elle, afin de lui injecter la morphine, elle fit un effort désespéré pour parler. Un murmure étranglé sortit de ses lèvres. « La fenêtre !» dit-elle. « Nurse, la fenêtre !» Elle ne put m'en dire davantage et sombra dans l'inconscience. Cette nuit-là resta gravée à jamais dans ma mémoire. L'arrivée du docteur Reilly, celle du capitaine Maitland et enfin, à l'aube, l'apparition d'Hercule Poirot. Ce fut lui qui, me prenant gentiment par le bras, me conduisit dans la salle à manger où il m'obligea à m'asseoir et à prendre une tasse de thé bien fort. « Là, mon enfant, dit-il, ça va aller mieux. Vous ne tenez plus debout. » Là-dessus, je fondis en larmes. « C'est trop horrible, sanglotai-je. Cette nuit, j'ai vécu un épouvantable cauchemar. Et ses yeux, oh, monsieur Poirot, ses yeux !» Avec une douceur toute féminine, Poirot me donna une petite tape sur l'épaule. « Allons, allons, n'y pensez plus. Vous avez accompli votre devoir. » C'était un acide corrosif, une forte solution d'acide chlorhydrique. Sans doute ce que l'on emploie ici pour décaper les poteries. Oui, Miss Johnson l'a avalé avant d'être tout à fait éveillée, à moins qu'elle ne l'ait bu avec intention. Oh, monsieur Poirot, quelle idée horrible! Après tout, c'est possible. Qu'en pensez-vous? Je réfléchis un instant et secouai fermement la tête. Je ne le crois pas. Non, pas le moins du monde. Il me semble qu'elle a découvert quelque chose hier après-midi. Que dites-vous par là? Elle aurait découvert quelque chose? Je lui répétai notre curieuse conversation de la veille. Poirot sifflota. « La pauvre femme !» s'écria-t-il. « Elle a dit qu'elle voulait réfléchir, n'est-ce pas? À ce moment précis, elle signait son arrêt de mort. Si seulement elle s'était confiée. À vous, tout de suite. Veuillez me redire exactement ces paroles. » Je lui obéis. Elle aurait vu,
Comment on pouvait s'introduire du dehors sans se faire voir? Venez, ma sœur, montons sur la terrasse et vous me montrerez l'endroit où se tenait Miss Johnson. Nous montâmes ensemble l'escalier et je lui désignai la place où se trouvait Miss Johnson. Comme ceci? Demanda Poirot. Que vois-je? La moitié de la cour, la porte voûtée, les portes du bureau des architectes, de l'atelier de photographie et du laboratoire. Y a-t-il quelqu'un dans la cour? Le père Lavigny se dirigeait vers la grande porte et Mr. Ritter était debout sur le seuil de l'atelier de photographie. Je ne vois toujours pas comment quelqu'un pouvait s'introduire du dehors sans être vu de l'un de vous. Mais elle l'a vu. Il renonça à comprendre et hocha la tête. Sacré nom d'un chien, va! Qu'a-t-elle donc vu? Le soleil se levait à cet instant. Du côté de l'Orient, le ciel n'était qu'une débauche de roses, d'oranges et de gris perles. Quel magnifique lever du soleil! S'exclama Poirot avec lyrisme. À notre gauche, le fleuve décrivait une longue courbe et tel détachait sa haute silhouette sur un fond d'or. Au sud, les vergers en fleurs et les champs de labour s'étendaient à perte de vue. La noria grinçait dans le lointain et son bruit nous parvenait, faible et irréel. Au nord se dressaient les sveltes minarets et les maisons d'azaniers d'une blancheur féerique. Le spectacle était d'une beauté inoubliable. Soudain, tout près de moi, Poirot poussa un long soupir. « Faut-il que je sois bête ?» murmura-t-il. « La vérité s'impose à moi. Elle me crève les yeux. » Chapitre 25. Suicide ou assassinat? Je n'eus pas le temps de demander des explications à Poirot, car au même moment, le capitaine Maitland nous appelait d'en bas et nous priait de le rejoindre immédiatement. Nous descendîmes l'escalier 4 à 4. « Dis donc, Poirot, » commença le capitaine, « voici une nouvelle complication. Le moine a disparu. »« Le père Lavigny ? » ?»« Oui, jusqu'ici, personne ne s'en était aperçu quand, voilà un instant, quelqu'un remarqua qu'on ne l'avait pas vu et nous allâmes dans sa chambre. Son lit n'a pas été défait et le moine n'a laissé aucune trace après lui. Je croyais rêver. D'abord, l'empoisonnement de Miss Johnson, puis la fuite du père Lavigny. On appela les domestiques pour les interroger, mais ils ne purent donner aucun éclaircissement sur le mystère. Pour la dernière fois, on avait vu le père Lavigny la veille vers 8 heures. Il avait dit à un de ses compagnons qu'il allait faire une petite promenade avant de se coucher. Personne ne l'avait vu revenir. Comme d'habitude, la porte cochère avait été fermée et verrouillée à 9 heures. Or, personne ne se rappelait l'avoir ouverte le matin. Chacun des deux jeunes domestiques croyait que son collègue s'était chargé de ce besoin. Le père Lavigny était-il rentré la veille au soir? Avait-il, au cours d'une récente promenade, découvert quelques indices et était-il sorti pour procéder à une nouvelle investigation? Fallait-il le considérer comme troisième victime? Le capitaine se retourna au moment où le docteur Reilly s'approchait, accompagné de Mr. Mercado. « Alors, Reilly, rien de neuf ?»« Si, fait. Je viens de vérifier les quantités avec Mercado. C'est bien de l'acide chlorhydrique provenant du laboratoire. »« Du laboratoire? Était-il fermé à clé ?» Mr. Mercado secoua la tête. Ses mains tremblaient et son visage se contractait. On eût dit une épave humaine. « Ce n'est pas dans nos habitudes, balbutia-t-il. Comprenez, ici tout le monde s'en sert à longueur de journée. Personne ne serait douté. La ferme-t-on à clé pendant la nuit? Oui, ainsi que toutes les autres salles. Les clés sont accrochées à un clou dans la salle commune. En sorte que celui qui garde la clé de cette salle peut prendre tout le trousseau. Oui.
Est-ce une clé ordinaire? Tout à fait. Rien ne prouve que Miss Johnson n'ait pris elle-même le poison dans le laboratoire, demanda le capitaine Maitland. Elle ne l'a pas pris, m'écriai-je d'un ton nettement affirmatif. Je sentis sur mon bras le contact d'une main. Poirot se tenait derrière moi. À ce moment, un incident plutôt sinistre se produisit. Non pas sinistre en lui-même, mais plutôt en raison de l'incongruité des circonstances actuelles. Une automobile pénétra dans la cour et un petit homme portant un casque colonial et un trench coat court et épais en descendit lentement. Il alla voir le professeur Ledner, debout près du docteur Reilly, et lui serra chaleureusement la main. « Vous voilà, mon cher ami !» s'écria-t-il. « Enchanté de vous voir. J'ai passé par ici samedi après-midi, me rendant chez les Italiens à Fujima. J'ai visité vos excavations, mais sans y rencontrer un seul Européen. Hélas, je ne connais pas la langue arabe et j'ai pas le temps de pousser jusqu'à la maison. Ce matin, à 5 heures, j'ai quitté Fujima. Je passerai 2 heures ici en votre compagnie avant de rejoindre le convoi. Eh bien, comment vont les travaux ? » C'était lugubre, le ton joyeux, les façons allègres de cet homme qui arrivait d'un monde normal blessèrent nos sentiments. Ignorant tout du drame, ce personnage nous tombait dessus avec une bonne humeur exubérante. Rien d'étonnant si le professeur Ledner ne proféra qu'un son inarticulé et, se tournant vers le docteur Reilly, lui adressa un regard, un appel suppliant. Le docteur se montra à la hauteur des circonstances. Il emmena le petit homme à l'écart et le mit au courant des événements. J'appris par la suite que ce visiteur était un archéologue français nommé Verrier qui explorait les îles de la Grèce. Verrier demeura terrifié. Lui-même avait séjourné quelque temps dans un chantier italien, loin de toute vie civilisée. Il se prodigua en condoléances et en excuses et, s'élançant vers le professeur Ledner, lui serra chaleureusement les mains. « Quelle tragédie ! Mon Dieu, quelle tragédie ! Les mots me manquent. Mon pauvre collègue !» Et, secouant la tête devant l'inutilité de ses efforts pour exprimer autrement sa pensée, le petit homme grimpa dans sa voiture et nous quitta. Cet intermède comique, au milieu du chagrin général, nous parut plus cruel que le drame lui-même. « Maintenant, » proposa le professeur Reilly d'un ton ferme, « songeons au déjeuner. J'insiste, Ledner, il faut absolument vous substanter. » Le pauvre homme n'était plus qu'une loque. Il nous accompagna à la salle à manger, où l'on nous servit un repas d'enterrement. Le café brûlant et les yeux frits nous firent du bien à tous. Encore que personne ne se sentit l'envie de manger. Le professeur Ledner avala quelques gorgées de café et grignota son pain. Son visage, couleur de cendre, était contracté par la douleur et la consternation. Après ce petit déjeuner, le capitaine Maitland nous interrogea. Je lui expliquai qu'un bruit m'ayant réveillé, j'étais accouru dans la chambre de Miss Johnson. « Vous dites qu'un verre gisait à terre ? » ?»« Oui, elle a dû le lâcher après avoir bu. »« Était-il brisé ? » ?»« Non, il était tombé sur la descente de lit. J'ai ramassé le verre et je l'ai posé sur la table. » « Je vous remercie de me fournir ces détails. Nous avons relevé que 2 sortes d'empreintes, dont l'une appartient indiscutablement à Miss Johnson et l'autre à vous. » Il garda le silence et me pria de continuer. Je décrivis méticuleusement les soins que j'avais donnés à Miss Johnson, guettant du regard l'approbation du docteur Reilly, qui acquiesça de la tête. « Personne, à votre place, n'aurait pu mieux faire, dit-il. Malgré ma certitude de n'avoir rien négligé pour sauver cette femme, ces paroles m'apportèrent un vif soulagement. « Saviez-vous ce qu'elle avait absorbé ?
me demanda le capitaine. Non, mais je discernais parfaitement qu'il s'agissait d'un acide corrosif. À votre avis, nurse, Miss Johnson aurait-elle avalé ce poison de son propre gré? Me demanda gravement le capitaine Maitland. Oh non, cette pensée ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je ne sais pas pourquoi j'étais si affirmative. Peut-être avais-je été influencée par la foi de M. Poirot. L'assassinat devient une habitude. En outre, on ne conçoit guère qu'une personne voulant en finir avec la vie choisisse une mort aussi douloureuse. Je fis part de cette réflexion au capitaine et, jusqu'à un certain point, il déclara partager ma manière de voir. En effet, on ne choisit d'ordinaire pas un pareil moyen de se détruire à moins que, dans une crise de désespoir, on ne trouve pas autre chose sous la main. Était-elle désespérée à ce point? Demandai-je. Mrs. Mercado le prétend. Elle dit que Miss Johnson paraissait hier soir tout à fait bouleversée et qu'elle répondait à peine quand on lui adressait la parole. Mrs. Mercado affirme qu'elle était hantée par des idées noires et que déjà la pensée du suicide lui était venue à l'esprit. « Eh bien moi, je n'en crois pas un mot, dis-je brutalement. Ah, cette Mrs. Mercado, quelle affreuse vipère! Alors, exposez-moi votre point de vue. Selon moi, elle a été empoisonnée. Maitland posa la question suivante d'un ton sévère, comme s'il l'adressait à l'un de ses hommes. Quelle raison vous porte à le croire? Je ne vois pas d'autre solution. C'est votre opinion personnelle. Pourquoi aurait-on assassiné cette femme? Je n'en discerne pas le mobile. Pardon? Il y en a un. Miss Johnson a soulevé un coin du voile. Qu'a-t-elle donc découvert? Je répétais, mot pour mot, notre entretien sur la terrasse. Elle refusa de vous donner des précisions? Oui. Elle voulait, disait-elle, réfléchir avant de parler. Paraissait-elle agitée? Oui. Un moyen de s'introduire ici de l'extérieur, répéta-t-il perplexe, le front plissé. Où voulait-elle en venir? Je l'ignore. Je ne suis en vain creusé la tête. Et vous, monsieur Poirot, qu'en pensez-vous? Demanda le capitaine. Poirot répondit. Vous possédez là, ce me semble, un mobile suffisant. Pour commettre un crime? Pour commettre un crime. Le capitaine Maitland fronça davantage le sourcil. A-t-elle pu parler avant de mourir? Oui, elle est parvenue à articuler 2 mots. Lesquels? La fenêtre. La fenêtre, répéta le capitaine Maitland. Et avez-vous compris à quoi elle faisait allusion? Je hochai la tête. Combien y avait-il de fenêtres dans sa chambre à coucher? Une seule. Elle donne sur la cour? Oui. Était-elle ouverte ou fermée? Ouverte, si je me souviens bien, mais peut-être quelqu'un d'entre vous l'a ouverte? Non. Elle est restée tout le temps ouverte. Je me demande... Je m'interrompis. Continuez, nurse. J'ai examiné la fenêtre et n'ai rien remarqué d'anormal. Je me demande s'il n'y a pas eu substitution de verre par cette ouverture. Substitution de verre? Oui. Miss Johnson avait l'habitude de se préparer un verre d'eau pour la nuit. On a dû enlever ce verre et mettre à sa place un verre d'acide chlorhydrique. Qu'en dites-vous, Riley? S'il y a eu meurtre, l'assassin s'y est certainement pris de cette façon. Personne, à l'état de veille, ne boirait du poison à la place d'eau. Mais si on a coutume d'avaler un verre d'eau au milieu de la nuit, instinctivement, on tendra le bras, on trouvera le verre à l'endroit où on l'a mis et, dans le demi-sommeil,
On en absorbera une quantité suffisante avant même de se rendre compte de son geste fatal. Le capitaine Maitland réfléchit un instant. Je retournerai examiner cette fenêtre. À quelle distance se trouve-t-elle de la tête du lit? En allongeant le bras, on attend la petite table placée au chevet. La table sur laquelle était posé le verre d'eau? Oui. La porte était-elle fermée à clé? Non. Alors, on pouvait aussi bien entrer par là pour effectuer la substitution. Certainement. Mais on courait un plus grand risque, observa le docteur Reilly. Quelqu'un, profondément endormi, se réveille parfois au moindre bruit de pas. Si l'assassin a pu perpétrer son crime en passant le bras par la fenêtre, c'était, sans contexte, le moyen le plus sûr. Je ne pense pas seulement au verre, prononça d'un ton distrait le capitaine Maitland. Se ressaisissant, il s'adressa à moi de nouveau. Selon vous, cette pauvre femme se sentait mourir? Aurait cherché à vous faire comprendre qu'on avait substitué par la fenêtre ouverte un verre d'acide à son verre d'eau? À mon sens, le nom du criminel eût été préférable. Peut-être n'a-t-elle pas reconnu son visiteur nocturne, remarquai-je. Peut-être eût-il mieux valu qu'elle eût essayé de vous faire comprendre ce qu'elle avait découvert la veille. Le docteur Reilly observa. À l'article de la mort, Maitland, on perd parfois le sens exact des proportions. Le fait qu'une main criminelle se soit avancée par la fenêtre ouverte a pu hanter l'esprit de cette femme à son dernier moment. Pour elle, l'important était de la faire savoir aux autres. À mon avis, elle avait raison. Ce fait est de la plus haute importance. Elle se révoltait à l'idée qu'on pût conclure au suicide. Si elle avait eu le libre usage de sa langue, sans doute aurait-elle prononcé ces paroles. Je n'ai pas voulu me suicider, ce n'est pas moi qui me suis versé ce poison, on l'a placé près de mon lit par la fenêtre. Sans réponse, le capitaine Maitland tambourina un instant sur la table, puis il dit « Je vois. Deux manières d'envisager cette mort, suicide ou assassinat. Quelle est la plus probable, professeur Ledner ?» Après quelques secondes de réflexion, le professeur répondit d'un ton calme et décisif. L'assassinat. Anna Johnson n'était point femme à se détruire. Non, admit le capitaine. Pas en temps normal, mais en certaines circonstances, le suicide devient une porte de sortie bien commode. Expliquez-vous. Le capitaine Maitland se pencha pour ramasser un paquet que je l'avais vu déposer au pied de sa chaise. Il le jeta sur la table avec quelques efforts. Vous ignorez probablement tout ce que contient ce paquet, que vous avons trouvé sous son lit. Il défit le nœud de l'emballage, ouvrit la toile et mit au jour une lourde meule à main. Cette trouvaille n'offrait en soi rien de sensationnel. Nous avions découvert une douzaine de pierres de ce genre au cours de nos excavations. Mais sur ce spécimen, une tache sombre et quelques cheveux collés retint notre attention. À vous de déterminer la nature de cette tache, Reilly, dit le capitaine. Mais, pour moi, cela ne fait aucun doute. Cette pierre est l'instrument qui a servi à tuer Mrs. Ledner.